Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Cybèle Olivier. Salut Cybèle. Salut Alex. Alors, on commence avec le Journal de Montréal qui titre en une la guerre de la pizza. Donc, ils nous parlent, en fait, ils ont fait un portrait des pizzerias qui ont été incendiées dans les dernières années, mais seulement dans la dernière année et demie, ils ont recensé 30 cas de pizzerias incendiés, donc criminellement. Donc, c'est parce que ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, en fait, dans la nuit de mercredi à jeudi, donc hier, pendant la nuit, il y a eu encore une pizzeria qui a été incendiée dans le coin de Montréal. Puis ça, c'était la troisième en dans 3 jours dont ça s'est passé. L'autre était à Saint-Eustache, il y en a eu une autre à Blainville. Ouais, puis quand on dit incendié, Cybèle, c'est important de préciser, c'est pas des fils électriques court-circuités, un feu dans l'huile. Non. Il y a du monde qui passe et qui lance des cocktails Molotov dans les fenêtres. Exactement. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui volontairement va, et ce qu'on comprend dans les textes, va ruiner le travail de vie de certains propriétaires de pizzerias. Et je pense pas que j'ai donné la bonne donnée. Je vais juste répéter pour être certaine. C'est dans les derniers 24 heures qu'il y a 3 pizzerias qui ont été incendiées, donc à Saint-Eustache et à Blainville aussi. Donc, tous ces événements-là, cette trentaine d'événements-là répertoriés se passent tous en périphérie du Grand Montréal. Et donc, ce que le journal se demande, et quand ils vont poser certaines questions puis essayer d'aller chercher les infos, est-ce qu'on parle d'une guerre? Est-ce qu'on parle d'extorsion? La police, eux, n'émettent pas encore d'hypothèse, ou du moins quand on leur pose des questions, ils veulent pas trop se prononcer. Par contre, le journal s'est entretenu avec André Gélina. Lui, c'est un ex-enquêteur du SPVM, du Service de police de Montréal, qui était spécialiste des renseignements criminels. Et lui, il dit, premièrement, c'est vieux comme le monde. C'est cette méthode-là de faire des menaces, de demander des rançons. Et il dit en fait que c'est pas nécessairement une organisation criminelle, ça peut être plusieurs cas comme ça, mais que finalement, c'est ça, c'est une méthode qui est super vieille. Voilà, c'est peut-être une question de protection, d'extorsion, des gens qui veulent pas payer, une guerre de territoire. Donc, ça peut tranquillement se ramener vers les guerres de gang, finalement. Alors voilà le journal qui répertorie cette trentaine de cas-là. Même, Alex, je voulais te mentionner qu'il y a un des propriétaires, c'est un propriétaire, même chose d'une pizzeria, Lanaudière, qui lui a été, même chose, un incendie criminel qui a brûlé complètement son travail de vie. Et là, maintenant, lui, il dit, moi, je vais verser une somme de 10 000 $ en récompense pour toute information qui va me permettre de savoir c'est qui la personne qui est venue faire ça. Et là, bon, tu te dis, bon, pourquoi il veut le savoir? Qu'est-ce qu'il va faire une fois que ce nom-là? C'est une bonne question, là. Ouais. Il veut faire quoi après? Là, moi, personnellement, c'est sûr ça nous fait un peu nous poser des questions, de se dire, bon, une fois mettons qu'il y a l'info, là. Ben, c'est un coup d'éclat. C'est un coup d'éclat quand même pour essayer d'avoir plus d'infos, là. Je pense que c'est plus pour stimuler peut-être la recherche d'informations, puis de délier des langues, puis on peut comprendre qu'il essaie de faire ce processus-là. Moi, je me souviens, je suis originaire de Boucherville, Cybèle. Je me souviens, la pizzeria Orlando à Boucherville avait passé au feu. Puis c'était comme la rumeur qui courait dans la ville, tu sais. Puis ça va vite, là, dans les villes de banlieue, là. C'est comme le bruit qui courait. C'était, la mafia a incendié ça. Là, je vais pas mettre ça sur le dos, là, évidemment. Je parle d'une rumeur complètement. Prenez pas ça pour du cash du tout. Mais quand même, je veux dire, des pizzerias incendiées, on dirait, ça fait des années qu'on en voit partout, puis que ça revient, puis des cocktails Molotov, puis d'autres cocktails Molotov, puis, tu sais, des fois, on associe ça à peut-être un entrepreneur. C'était pas des pizzerias qui appartenaient à Olivier Primo, quelque chose du genre, qui s'était fait cibler à un certain moment. Regarde, faudrait que je retourne vérifier les statistiques, mais il y a définitivement quelque chose qui se passe. Faut que la police commence à prendre ça au sérieux. J'imagine qu'ils le font. J'imagine aussi qu'ils sont en train d'essayer de dresser des points communs, un fil directeur, si on veut, en tous ces incendies-là. Ouais, ben regarde, je cherchais en même temps, puis un article donc qui date de mai 2023 qui disait qu'une pizzeria de Sainte-Thérèse cofondée par Olivier Primo avait été vandalisée, et c'est drôle d'hasard, aussi dans une nuit de mercredi à jeudi. Alors, voilà, mais tu sais, c'est ça. Donc, on le voit sur le site du journal, là, vous pouvez voir tous les événements qui sont arrivés, puis il nous rappelle également qu'il y avait eu une vague aussi à Contrecœur, Sorel-Tracy en moins d'1 an, 4 pizzerias incendiées, 5 à Valleyfield en 2020. Donc, est-ce que c'est une manière de passer des messages? Mais certains des gens qui commentent dans le texte disent « Moi, j'ai jamais reçu une menace, j'ai pas d'ennemis apparents. » Alors, est-ce que c'est que le lieu appartenait à d'autres avant? Est-ce que c'est un message qui est c'est peut-être envoyé? Plus de la compétition, on essaie d'éliminer. C'est ça aussi. Hey, tout le monde aime ça, de la pizza. Je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde, là, je pense. Ben, en tout cas, je suis pas sur le marché de la pizza, mais je me dis que
il y a de la place pour tout le monde. Le 1er juillet, en plus, ça vient de passer. Ça a dû être une bonne journée pour tout le monde. Hein? Je veux dire, ça commande la pizza le jour du déménagement. Bref, j'ai hâte de voir la suite parce que les statistiques, elles, parlent d'elles-mêmes, sincèrement, dans ce dossier-là. Ça peut pas être un hasard qu'il y ait autant de cocktails Molotov qui tombent dans autant de pizzerias au Québec. Très sincèrement, hâte de voir le dénouement de ça. Tout savoir en 24 minutes. Du côté de la presse, c'est Léa Carrier qui fait un texte qui s'intitule « Ruée vers les cours d'été ». En fait, on apprend qu'il y a énormément de cours d'été, plus qu'avant, qui se déroulent cette saison-ci et ce serait attribué à la grève des enseignants qu'il y a eu quelque temps. On a souvent parlé de se dire quels vont être les impacts de cette grève-là chez les élèves, comment ça va avoir impacté leurs cours, leurs connaissances. Ben là, il semble que c'est ça l'impact. Les jeunes ont besoin de faire des cours d'été. Donc, il y a André Bernier qui commente dans le texte, qui est le vice-président à l'Association québécoise du personnel de direction d'école. Lui, premièrement, il dit ça a été une surprise. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'inscriptions dans les cours. Les centres de services scolaires ont été tellement pris au dépourvu qu'ils ont été obligés d'embaucher des enseignants supplémentaires à la dernière minute pour venir enseigner à ces jeunes-là pendant les cours d'été. Donc, il en nomme quelques-uns dans ce texte-là qui nous montrent à quel point les chiffres ont explosé. Dans le centre de services scolaires à Saint-Hyacinthe, eux, c'est 2 fois plus d'inscriptions que l'an dernier. Donc, pour vous donner une idée, on est passé de 229 inscriptions en 2023 à 492 en 2024. Mais tu sais, pour des classes de 20 en cours d'été, t'es pas les classes de 30. T'as besoin d'être vraiment guidé puis d'avoir quelqu'un qui t'aide, donc les classes sont réduites. Mais là, de doubler ça comme ça, évidemment, t'as besoin de bien plus de professeurs. Ensuite de ça, il y a le service scolaire d'Émile-Île. Eux, ils sont passés de 1000 à 1500, donc une augmentation de 50%. Même chose, Marie-Victorin, presque 50% aussi. Donc, les jeunes s'inscrivent. Et dans ce texte-là, quelque chose que je savais pas, Alexandre, c'est que la journaliste mentionne que les cours d'été ne sont pas obligatoires, mais ils sont fortement recommandés aux élèves en situation d'échec. Moi, je pensais qu'un élève en situation d'échec devait automatiquement s'inscrire à un cours d'été pour tenter de rattraper sa note. Mais là, de ce que je comprends, c'est pas ça. En fait, si tu coules un cours d'été, si c'est en secondaire 1, 2 ou 3, tu peux faire une mise à niveau et tu peux tenter de te rattraper, mais ce serait pas obligatoire. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas juste reprendre ton cours? J'ai pas l'information. Mais par contre, en secondaire 4 et 5, si tu échoues une épreuve ministérielle qui est obligatoire, là, tu as 2 choix. Soit que tu prends le cours d'été pour essayer justement de rattraper tes notes et passer ton examen final, ou tu prends pas d'examen d'été et tu repasses ton examen final quand même. Tu as aussi cette option-là. Mais c'est surtout les jeunes qui se préparent à leur examen ministériel qui se seraient réinscrits cette année. Donc, évidemment, dans le texte, je l'ai dit au début, mais je le redis maintenant, ce serait la grève des enseignants qui a eu un énorme impact sur les jeunes et donc énormément d'augmentation un peu partout à cause de ça. Alors là, on le voit cet impact-là maintenant. Et là, plein de profs sont obligés de retourner au travail ou être embauchés dernière minute pour venir les aider, ces jeunes-là, à réussir leur école. Oui, c'est inquiétant d'un côté qu'il y a autant de besoins en termes de cours d'été. C'est une bonne nouvelle d'un autre côté, j'ai le goût de dire qu'il y a ces cours d'été-là d'offert, qu'il y a autant de monde qui vont s'inscrire, surtout si c'est censé être facultatif là, pour une partie des élèves, de voir qu'il y en a qui retournent de leur propre gré faire des cours d'été. Moi, je trouve ça bien. Très sincèrement, je trouve ça bien. Il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Il n'est jamais trop tard pour faire preuve de bonne volonté, puis reprendre des examens, reprendre des cours. Moi, mon plus gros problème, je te le dirais, c'est ce qu'on a appris récemment à l'émission avec David Santarossa ici, qui nous expliquait que quand tu triches un examen avec ChatGPT ou autre, ils peuvent pas te donner 0. C'est une directive du ministère, tu peux pas donner 0 à un élève qui triche. Tu peux juste y faire recommencer, pauvre coco. Moi, là, j'ai un problème. Quelqu'un qui travaille fort ou qui essaie, puis qui se passe en matière, qui est pas bon, puis qui va échouer là-dedans, s'il veut, qu'il se reprenne, j'ai pas de problème avec ça. On peut avoir une erreur, on peut avoir été stressé pour l'examen, on peut avoir été malade. Il y a tellement de raisons. Ça mérite qu'on se reprenne. Ça mérite une 2e chance, une 3e chance. Ça le mérite. Tricher, ça mérite pas de 2e chance. C'est bye-bye. T'as essayé d'être plus fin finaux que le système, c'est 0. Puis là, tu iras faire tes cours d'été puis tu iras reprendre. Pense-y, quelqu'un qui a échoué, là, qui a travaillé, qui a travaillé ou pas, qui échoue son examen, a le droit doit aller faire des cours d'été, ou du moins fortement recommandé d'aller faire des cours d'été. 4e, 5e secondaire, quelqu'un qui tricherait à son examen, pas de cours d'été, on va te faire recommencer, coco. Tout va bien.
Ça m'enrage. C'est presque un tu vois? incitatif, on dirait. Ben c'est oui. comme prendre une chance de tricher, puis ensuite tu vas pouvoir te rattraper. Puis c'est très injuste pour le reste des coéquipiers, le monde de la classe, comme tu dis, qui, eux, font les efforts en amont et qui peut-être se retrouvent avec des 70-75 millions travailler pour ça. Puis après ça, bon, eux, ils trichent et ils font ça. Par contre, moi, je dirais le bémol à ça, ce que je vois comme ça, puis je me rappelle pas de toute la discussion que vous aviez avec David, mais tu sais, si toute l'année, tu as travaillé fort et tu as eu des bonnes notes sans tricher et que là, une fois, tu es tellement stressé que tu le fais, est-ce que ça vaut vraiment la peine que ton année au complet soit gâchée pour ce moment-là? Ben oui. Moi, j'ai pas de pitié pour ça. Sincèrement, t'as essayé de tricher volontairement. Tu prends des actions pour être capable de contourner le système. T'essayes même pas ton examen, tu le triches. Mm-hmm. Je trouve ça dégueulasse. Puis, sincèrement, Cybèle, moi, j'ai toujours été, monsieur, je trouve l'affaire dans le système, puis j'aime ça l'exploiter. Là. Ouais. C'est un peu comme, surtout quand j'étais un ado, là, c'était mon hobby, là, lire le code de vie au complet de l'école. Oui, wow. Quand je révèle aujourd'hui, j'étais un petit... à l'école, je vais même pas le dire, je vais pas faire des blasphèmes, ma mère va pas être contente, mais j'étais un petit maudit. Moi, trouvé là, ben, c'est écrit comme ça dans le code de vie, fait que vous savez, je peux prendre telle action, vous ne faites pas sévir contre moi. Je l'ai fait souvent. Moi, si on m'avait dit, tu triches, on refait reprendre ton examen, j'ai pas étudié pour de quoi, puis à la dernière minute, pour vrai, puis je dis pas aux gens de faire ça à la maison. Mais je te promets, je peux te jurer, Cybèle, j'aurais triché comme un cochon en essayant de me faire prendre, puis j'aurais repris mon examen. Mais c'est vrai que sachant ça, tu te dis, j'aime mieux avoir l'opportunité de pouvoir me reprendre facilement en faisant ça plutôt que de me forcer puis étudier jusqu'à 3-4 heures du matin. Couler. De même rendu à mon examen. Couler. Prendre des cours d'été. C'est ça. Ça me tente pas. Mettons, j'ai pas le goût de gâcher mon été. Je te l'accorde. Je vais tricher puis je vais étudier pendant le temps où on va me faire reprendre. J'ai vraiment un problème particulier avec ce schéma-là. On dirait, je vois le loophole, comme on dirait en anglais. Là. Ouais. Je vois l'espèce de petit trou, la petite faille dans le règlement. Avoir été un ado, je l'aurais exploité comme un malade. Puis je peux pas imaginer, je peux pas concevoir qu'il n'y ait pas des jeunes qui pensent exactement comme ça. Tout savoir en 24 minutes. Du côté du Devoir, en une, risquer sa vie pour une intervention esthétique à l'étranger. C'est Jasmine Legendre qui nous raconte une histoire qui est assez triste. Elle a parlé avec une mère et une sœur de Florence. Donc, la mère et la sœur de Florence, qui est une jeune femme de 26 ans, qui est décédée il y a 2 ans parce qu'elle a pris l'avion pour aller au Maroc. Elle voulait subir une liposuction, donc se faire enlever du gras. Et ce qu'elle voulait, c'était espérer retrouver une relation saine avec son corps, se trouver belle. Et là, en fait, elle est partie au Maroc et elle est décédée après sa chirurgie. Et donc, tu sais, la famille raconte à la journaliste c'est le mal-être, la relation malsaine qu'elle avait avec son corps, mais aussi la comparaison constante avec les réseaux sociaux. Tu sais, oui, on le dos large, mais c'est évident qu'on est bombardé d'images de corps auxquels on veut ressembler souvent, particulièrement, je dis particulièrement pour les femmes, peut-être pas, je sais que les hommes aussi ont ça, mais je pense que les femmes sont celles qui peut-être le subissent à un autre niveau, ou du moins vont faire des chirurgies, être capables de payer des milliers de dollars pour le faire. Et sa mère raconte que pour elle, c'était rendu la seule solution d'aller faire cette chirurgie-là, mais on n'en avait pas trop parlé en même temps parce qu'elle voulait pas se faire décourager par sa famille ou se faire poser des questions, mais peut-être qu'elle aurait dû le faire finalement parce qu'elle se serait peut-être fait mettre en garde du fait que d'aller à l'étranger puis payer 3 fois moins cher pour aller faire des chirurgies puis des opérations ailleurs, mais des fois aussi, il y a des standards hygiéniques qui sont moins grands qu'ici, et donc t'encours un risque qui est assez grand quand tu t'en vas là-bas. Donc elle, malheureusement, est décédée de complications rendues là. Et finalement, on se dit, c'est encore un cas d'une personne qui essaye d'avoir accès à rapidement, pas cher, à la transformation d'un corps. Et la journaliste veut nous rappeler à quel point c'est important d'avoir ces discussions-là avec nos jeunes ou avec les moins jeunes, mais de prendre le temps de parler de la relation avec le corps pour éviter que les gens aient faire ça, pour éviter que les gens veulent partir sur un coup de tête puis aller se transformer dans des endroits où ça peut être dangereux. Parce qu'il y en a eu d'autres cas. En avril 2024, donc ça vient de se passer, il y a Mélanie Jutra qui, elle, est décédée quand elle est allée faire une intervention bariatrique, donc de se faire des fois brocher l'estomac, qu'on appelle en Tunisie. Ça avait fait les manchettes. La même chose en juillet 2022, une Montréalaise de 38 ans qui, elle, est partie, est décédée après 3 mois aux soins intensifs parce que, même chose, chirurgie bariatrique en Turquie. Donc, cas après cas comme ça, là, c'en est un nouveau qu'elle nous parle et la mère et la sœur ont été capables de s'exprimer sur le sujet et je suis désolée d'entendre ça pour cette famille-là. Puis tu veux être près de ta famille dans ces moments-là, puis tu veux
peut-être que les gens se confient à toi et en parlent. Du moins, si vous pensez à faire ça, je vous conseille d'en parler avec votre famille, vos amis. Ouais, faites pas ça sur un coup de tête. Là. Puis surtout, tu viens de nommer peut-être la Sainte Trinité, si on veut, des destinations vacances de chirurgie. Là, ouais. Maroc, Tunisie, Turquie, c'est vraiment 3 endroits où le tourisme chirurgical est vraiment, vraiment, vraiment en hausse. C'est 3 endroits où on t'offre, il y a des voyages organisés où, tu sais, c'est comme, tu y vas même avec un groupe des fois, là, tout le monde y va pour une même chirurgie, tu y vas, tu sais, tout est organisé, là, ton opération, ta clinique, ton avion, tout est fait dans une espèce de beau paquet pour aller faire tout ça. Mais il y a des risques, puis pour votre santé qui peuvent être super graves. Ça a l'air beau, ça a l'air bien organisé, mais c'est pas une mince affaire. Une chirurgie sur soi, c'est jamais petit. Après ça, je vous ai dit, il y a une différence, on se comprend entre une injection dans le visage puis se faire brocher l'estomac. Mais quand même, les standards, c'est votre santé dont on parle. Oui, vous voulez avoir le corps auquel vous rêvez. Oui, vous voulez prendre les grands moyens pour être capable de vous sentir bien dans votre peau. Puis je peux comprendre ces gens-là, j'ai de l'empathie pour ça. Mais ça vient avec des risques, puis ces gens-là le savent ou doivent absolument le savoir. C'est pas banal d'aller faire ça ailleurs, c'est pas banal. S'il vous plaît, comme tu le dis, consultez autour de vous. Regardez vos autres options. Il y en a souvent d'autres. Que d'aller ailleurs, dans un autre pays, essayer de se faire une chirurgie ou je ne sais quoi. Ouais, moi, ça me rend l'envers. Ces gens-là, je veux dire, on a le goût de dire « Ouais, mais ils ont couru après, ils ont fait tout ça. » Oui, mais j'ai l'impression qu'ils auraient pu être mieux conseillés, mieux outillés ou mieux orientés, sachant véritablement les risques qu'ils attendaient. Oui, puis j'allais dire qu'au Brésil, il y a plusieurs personnes qui étaient parties aussi pour faire des Brazilian butt lift, les chirurgies comme ça, puis qui reviennent avec d'énormes complications et tout ça parce que ils souhaitent obtenir un corps rapidement. Donc, je pense que c'est là que les médias, on est important quand on vient rapporter ces histoires-là. Oui. On réaffirme encore une fois les dangers en lien avec ça. Donc, malheureusement, ça fait la une, ça fait les manchettes, on lit ça puis on se dit que ça n'a pas de bon sens, mais je pense que c'est une bonne manière d'en parler. Oui, ça fait peur, mais je trouve que dans ces cas-là, tant mieux si c'est un peu, entre guillemets, sensationnaliste, parce qu'il faut que ça fasse peur, parce que c'est vraiment ta vie que tu mets en danger à chaque fois que tu prends une décision comme ça. Tout savoir en 24 minutes. Sinon, je voulais te parler du soleil. C'est rare qu'on parle de ce média-là, mais il nous sort une nouvelle assez intéressante qui titre 100 000 $ pour trouver quelqu'un pour gérer le chaos de Santé Québec. Donc, en fait, ce que le texte nous dit, c'est que dénicher le fameux Top Gun qui va être capable de tout rétablir notre réseau de la santé, ça a coûté 100 000 $ au Québec, la recherche le processus pour aller trouver. Le processus pour trouver, finalement, recruter Geneviève Biron, qui va être la PDG de Santé Québec, a coûté 89 900 $ au ministère de la Santé. Et s'ajoute à ça un autre 20 000 $ qui a été pour un contrat qui a été octroyé pour simplement trouver quelqu'un à partir de l'externe. Donc, tout ce processus-là... C'est quoi qu'ils ont fait? Ils ont-tu mené des entrevues comme l'OCPM faisait? Aller dans un restaurant ultra chic de Montréal, c'est fonds publics, puis on passe le monde en entrevue au resto, c'est bien le fun. Non, c'est ça, c'est pas recruté, mais ça dit la firme Mandrake, spécialisée en recrutement personnalisé, a réalisé les contrats pour le gouvernement. C'est des mandats de chasseurs de tête. Mais on n'a pas plus de détails là-dessus. Donc, oui, j'imagine, ça a été ça, mais ça a été de creuser, de passer des entrevues, de faire, d'éplucher quels sont les backgrounds. Je pense qu'on peut le savoir. Mais oui, c'est ça a coûté pas mal cher. Donc, un autre beau morceau, mais en même temps, on entendra les experts se prononcer là-dessus. Est-ce que c'est un chiffre qui est raisonnable ou déraisonnable? C'est pas commenté ici, mais je trouvais ça pertinent de le dire parce qu'on a tellement parlé du Top Gun, mais ça coûte cher trouver ces personnes-là qui sont là pour nous sauver et surtout sauver notre système de la santé. Là, il va falloir voir si les résultats vont en valoir la chandelle. C'est surtout ça qu'il faut savoir. Parce que si ça a coûté 100 000 $ pour trouver des bonnes personnes qui, là, vont venir aider le système de santé. Je m'attends pas à ce qu'ils le sauvent en passant, Cybèle. Je pense qu'il y a personne qui peut sauver le système de santé, là, à part, écoute, si Dieu le Père débarquait sur Terre, viendrait régler le système de la santé, ben là, peut-être. Mais encore là, faut y croire, hein. Mais à part ça, je m'attends pas à ce qu'ils sauvent le réseau. Mais s'ils font du bon travail, s'ils sont capables de modifier quand même certaines choses, si on est capable d'améliorer un tant soit peu les services pour les citoyens, ben 100 000 $ va avoir valu la peine. Absolument. Parce que 100 000 $, là, c'est comme ce qu'on passe en quoi? 5 minutes dans le réseau de la santé? Chaque 5 minutes, on doit passer au-dessus de ça, 100 000 $. C'est rien, là. C'est rien. Le monstre de la santé, l'ogre, le mammouth, comme le dessine tout le temps notre collègue Y dans les pages du journal, avec justesse d'ailleurs,
ça engouffre de l'argent, ça dévore des dollars, genre comme chaque minute. 100 000 $, c'est rien. Si on a trouvé les bons candidats, 100 000 $, rien là. Pour vrai, moi, je capote pas avec cette dépense-là, sincèrement. Encore faut-il que ces gens-là soient capables de performer à la hauteur des attentes. J'ai bien hâte. Moi aussi, j'ai hâte de continuer de faire des entrevues sur le sujet. Parce que je veux pas être cynique, là, encore. Je veux pas être cynique. On a 3 réseaux là, particuliers au Québec qui fonctionnent pas bien, mais qui sont les piliers de notre société. C'est la justice, c'est l'éducation, puis c'est la santé. Ces 3 réseaux-là, en ce moment, sont mis à mal. Mm-hmm. On a de la difficulté en s'il vous plaît. Puis pourtant, c'est la base de la société. Il faut être capable de mieux expédier notre réseau de la justice, que ce soit plus rapide, plus efficace, puis qu'on passe plus de cas sans qu'il y en ait d'annulés ou de reportés à l'infini. Il faut qu'on soit capable de numériser le maudit réseau de la santé. Je pense que c'est la grosse base. Là. Avant toute chose, qu'on arrête d'avoir du papier puis des fax. C'est la base. Moi, mes attentes, là, pour l'instant, pour le réseau, ce n'est que ça. Juste numériser le dossier de tout le monde au Québec, là, que tout se passe par Clic Santé. Bravo. Si ça arrive, on va avoir pour vrai résolu un énorme problème. Le reste viendra après. Puis en éducation, on peut-tu commencer par avoir assez de profs pour toutes les classes? Je pense que c'est la base. J'ai pas des attentes déraisonnables. Je pense que le Québec, les Québécois et Québécoises ont pas des attentes déraisonnables par rapport à tout ça. Mais là, faut que l'argent qu'on investisse serve à quelque chose. Sinon, on est encore coincé dans la même boucle infinie où tout le peuple là, ici au Québec est tellement cynique. Moi, le premier, là, je m'excuse de l'être, mais tellement cynique, c'est comme « oui, encore, on va faire ça dans le réseau, une autre réforme qui sert à rien, caliboire. » C'est ça qu'on va entendre encore, puis les gens qui se plaignent de ça ont raison. Il est l'heure de changer les choses, il est l'heure de bouger de ce côté-là. Je répète, 100 000 $ pour chasser des têtes. Si les têtes, c'est les bonnes qui sont là, ça va avoir valu la chandelle. Mm-hmm. Cybèle Olivier, merci. Merci.